Donc voilà, la parole à Michel Boissard. Dès l'Antiquité, il y a un rapport entre l'écriture et les Cévennes. Ce rapport sera réactivé au XVIIe et au XVIIIe siècle, particulièrement à travers ce qu'on a appelé la guerre des Cévennes. J'ai parlé de la guerre des Gaules tout à l'heure. Eh bien, passons quelques siècles. La guerre des Cévennes, c'est la guerre des Camisards entre 1702 et 1704, qui va donner lieu à un très grand nombre d'écrits provenant de Cévenol eux-mêmes, notamment tous les chefs Camisards. L'écriture, c'est un rapport qui passe aussi par la médiation du protestantisme, de la Réforme. L'un des principes du protestantisme se décline en latin, sola scriptura, l'écriture seule. Et ça marque énormément toute une tradition d'écriture, toute une tradition d'écrivains dans ce département et dans cette région cévenole. C'est avec Stevenson, à partir de 1878, que l'on va redécouvrir la vocation littéraire des Cévennes. Robert Louis Stevenson fait son voyage en 1878, il publie son voyage avec un âne ou sur un âne à travers les Cévennes, la fameuse Modestine, quelques années plus tard. Il faudra attendre quand même le début du XXe siècle, un peu avant la guerre de 14, pour que cet ouvrage soit traduit et publié. À partir de 1925, les Cévennes vont devenir à la fois une région littéraire et par la suite une région touristique. Et dans ces Cévennes littéraires, on pourrait distinguer au XXe siècle trois massifs ou trois zones essentielles. Les Gouales avec André Chanson, le Mont-Lozère avec Jean-Pierre Chabrol et la région de Florac et la vallée de la Mimante avec Jean Carrière. Il y a 35 ans, le quotidien L'Humanité, entre le 30 juin 1977 et le 3 janvier 1978, avait eu l'initiative de publier une série d'articles intitulée « Lire le pays ». C'est-à-dire qu'il avait, le journal L'Humanité avait demandé à une centaine d'écrivains français de parler du pays, de parler des régions, de parler des bourgs, des villages. Je suis du côté de ceux qui ont manché leur faux à rebours. Qu'est-ce que ça veut dire mancher sa faux à rebours? Vous savez ce que c'est qu'une faux? Vous savez que la lame est perpendiculaire au manche. Eh bien, lorsque on redresse la lame pour la faire parallèle ou dans le sillage du manche, on transforme une faux en lance et en arme de combat. C'est ce qu'ont fait les Camisards entre 1702 et 1704 contre les dragons du roi Louis XIV dans les Cévennes pour défendre leur liberté de conscience. Mancher sa faux à rebours, dit Chabrol, c'est se refuser à accepter ce qui est, paraît-il, inévitable, c'est-à-dire l'injustice et tout ce que l'on voudra, tout ce qui vient à la suite. Et la deuxième formule de Chabrol, il dit « Moi, je suis toujours quelqu'un qui a passé outre ». Passer outre, ça veut dire outrepasser, ça veut dire être un rebelle, ne jamais accepter les choses comme ça, telles qu'elles viennent. Et effectivement, l'un des meilleurs, l'un des plus grands romans de Jean-Pierre Chabrol, c'est la série des Rebelles, que vous connaissez sans doute, La Gueuse, Lambelli et j'ai oublié le premier, ça va me revenir, le premier volume de Chabrol, de la série des Rebelles, les Rebelles, La Gueuse et Lambelli, pardon, c'est les trois d'ailleurs, cette série des Rebelles. Et je crois que donc, mancher sa faux à rebours, comme le voulait Chabrol, et comme il l'a fait tout au long de son existence, se traitant lui-même de communiste libertaire et de huguenot sans Dieu,
Donc, mancher sa foi à rebours et passer outre, c'est-à-dire ne pas accepter les valeurs dominantes et ambiantes sans en avoir délibéré dans sa conscience, ce qui est extrêmement huguenot et protestant. Je crois que ces deux choses-là, mancher sa foi à rebours et passer outre, c'est quand même, me semble-t-il, à travers André Chanson et Jean Carrière et donc Jean-Pierre Chabrol, une sorte de devise littéraire des Cévennes. Je vous remercie. Merci. Tu as abordé trois auteurs, certes majeurs pour notre territoire. Il y en a bien d'autres. D'ailleurs, je crois que tu avais participé à l'édition d'un dictionnaire aussi des écrivains du Gard. Pour le coup, mais ils sont pléthores. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur notre territoire. Certains parmi eux, effectivement, ne sont pas des écrivains régionalistes. Hein. Bonsoir. Pas tutu-pampan du tout. Hein. Enfin, j'espère. Effectivement, je suis un écrivain des Cévennes, puisque j'habite à côté, dans une vallée à côté. Et voilà, dirais-je, parce que je n'écris pas sur les Cévennes, mais j'écris à partir des Cévennes, du milieu des arbres, je dirais. Moi, je suis très influencé par la littérature, une certaine littérature américaine, et surtout les grands espaces sauvages. Et quand je suis arrivé dans la région, il y a 17 ans de ça, c'est-à-dire quasiment hier, on est à 10 minutes de la ville, mais en même temps on est complètement perdu, on est loin de tout très vite. Et c'est un sentiment assez intime que je vais vous livrer là, mais les premières fois où j'ai pénétré, ça m'a duré quelques années, où j'ai pénétré dans cette vallée, j'avais l'impression de pénétrer dans la littérature américaine en même temps. Ça n'appartient qu'à moi, hein, mais je vous le dis quand même. Cela dit, effectivement, je n'écris pas sur les Cévennes, quoique j'ai l'impression que le lieu où on habite, évidemment, influence les écrits. On n'écrit pas les mêmes choses, me semble-t-il, si on habite en ville ou si on habite au milieu des arbres. Effectivement, dans mes écrits, il y a quand même pas mal de relations à la nature, et j'ai un bestiaire aussi assez conséquent, dont le personnage principal, par un certain côté, fait aussi preuve de résistance, puisque il lâche pas le morceau, il cherche, il tente de gagner sa vie sans la perdre. C'est-à-dire, il est issu d'un certain milieu social, familial, ouvrier, et il tente de... Il conteste pas forcément ce milieu-là, d'ailleurs, c'est même un bon travailleur, et on le suit à travers près de 37 ou 38 boulots qu'il a pu faire dans son existence. En fait, il cherche donc il remet en cause évidemment le monde, ce qui l'entoure, le monde qu'il peut traverser. Il cherche ce qu'il peut faire dans l'existence. Il cherche à donner un sens à sa vie, comme on le cherche tous, j'imagine. Mais lui, à travers entre autres à travers le fait de gagner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie? C'est quoi cette affaire-là? On est obligé, oui, apparemment on est obligé. Mais de quelle manière peut-on accomplir cette affaire-là? Voilà. Donc il cherche ce qu'il peut faire dans la vie. Et il tente, entre autres, peut-être de s'affranchir de son milieu. Il essaye d'aller voir ailleurs, donc de son milieu familial. Donc effectivement, ça crée des... C'est pas toujours facile de s'extraire de s'affranchir de son milieu familial ni social, sans forcément les renier, mais bon, il tente d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous lire un petit extrait, tiens. C'est écrit à la deuxième personne du pluriel, ça parle avec le vous. J'avais commencé le livre en disant je.
Et puis comme c'est la trajectoire du personnage correspond plutôt étroitement à la mienne, à un moment donné, il y a le vous, hein, j'avais écrit 20 ou 30 pages, et il y a le vous qui s'est invité dans le, sans que je le décide vraiment, il y a le vous qui s'est invité dans le texte, dans le récit. Et pendant une dizaine, 10-15 pages comme ça, il y a le je et le vous qui se sont amusés l'un et l'autre à prendre la place. Et donc je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça des centaines de pages, donc j'ai choisi d'articuler le texte à la deuxième personne du pluriel. Ce qui m'a permis, je crois, de mettre le texte à distance et de pouvoir en faire une fiction, parce que ça me collait un peu trop aux fesses cette affaire-là. Or, les auteurs ne sont pas là pour raconter leur vie, mais éventuellement pour s'en servir, puisqu'ils la connaissent plutôt bien, comme tout le monde. Je vous lis un petit extrait. Vous êtes un maçon et vous pleurez sur votre lieu de travail. Voilà ce que vous êtes devenu. Vous ne savez pas si ça apporte au crédit ou au déficit de la profession, mais ce n'est pas le problème. Pendant d'excellentes minutes, vous laissez Jack descendre son escalier, et cet escalier ne descend pas dans l'avenue ensoleillée de San Francisco, ni dans l'Amérique, il passe à travers vous. Et c'est à vous que Jack s'adresse à chaque marche. Il semble que Jack, en quittant cet hôtel, n'a jamais rien voulu faire d'autre que descendre en vous pour illuminer une avenue où le soleil n'était pas encore parvenu. Il dit que vous êtes un poète. Il vous le dit 20 fois. Autant qu'il y a de marches, et comme vous êtes long à la détente, il ajoute 20 marches de mieux, et pleurer vous semble la meilleure chose à faire. Vous prenez conscience que la parole de Jack se nourrit d'une matière aussi fragile, irréelle et fantastique que ce qui vous sort des yeux, et mon Dieu, ça n'a rien à voir avec rien d'autre.